Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale où je vais parler de moi, de mon vécu. Je vais surtout vous donner des tuyaux pour dépasser éventuellement les troubles de l'attention. Vous le savez, je l'ai jamais vraiment très clairement dit, mais vous le savez quand même, je suis au potentiel et c'est pour ça aussi que j'ai créé une chaîne là-dessus. Mais je suis aussi TDAH. En fait, je pense que si un diagnostic avait été posé dans mon enfance, on m'aurait plutôt posé le diagnostic de TDA. Actuellement, on ne pose plus trop ce diagnostic parce qu'on sait que ça peut se renverser, que ça peut se combiner, que souvent il y a aussi de l'hyperactivité. La réalité, c'est que quand j'étais petite, j'étais plutôt hypoactive, c'est-à-dire pas très active, plutôt inhibée, j'avais du mal avec mes émotions, mes sentiments, j'avais appris plutôt à les cacher, à me cacher moi finalement aussi, et j'ai vécu très petite du harcèlement à l'école. Ce qui fait que, effectivement, j'avais plus cette tendance à me mettre dans un coin parce que j'avais compris que moins j'étais visible et moins on m'ennuyait. Donc, du coup, j'ai adopté cette position. Malgré tout, effectivement, j'avais des troubles de l'attention dans le sens, je perdais beaucoup d'objets. J'étais plutôt quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, mais ça c'est plus dû à mon HP, le côté HP, mais j'avais besoin de rêvasser, de regarder par la fenêtre, donc j'adorais me positionner dans la classe là où il y avait des fenêtres, là aussi où il y avait des radiateurs, parce que étant très sensible, j'étais sensible aussi au chaud et au froid. Du coup, j'avais besoin d'excitabilité, de quelque chose en fait qui me titille en fait. Sinon je m'ennuyais très vite. Donc c'est-à-dire que soit le sujet devait me passionner, soit il fallait que je me passionne moi-même en trouvant d'autres activités supplémentaires à faire dans la classe. Une des choses que j'ai faites très vite, c'est d'analyser les relations entre personnes, d'analyser les fonctionnements des autres, mais je me rendais pas compte que ça me permettait justement d'avoir une activité supplémentaire à faire dans la classe pour ne pas m'ennuyer, pour que les jours paraissent moins longs. Parce que vous le savez, quand on est petit, eh bien on est 8 heures par jour dans la même classe où il ne se passe finalement pas tellement grand chose quand on a justement cette forme d'hyperactivité qui était plutôt cérébrale dans mon cas, plutôt intérieure, qui se voyait moins à l'extérieur en tout cas. Donc j'étais pas une petite fille qui bougeait tout le temps comme on pourrait le voir chez certains hyperactifs. Je rappelle que l'hyperactivité, elle peut se voir de façon différente d'un enfant à l'autre et elle va évoluer dans le temps aussi en fonction des âges. Donc généralement le TDAH, on a tendance à dire qu'à l'âge adulte, ça disparaît. En tout cas, il y avait cette idée qui commence d'ailleurs elle aussi à disparaître, comme quoi on est TDAH petit et puis à l'âge adulte, eh bien ça s'estompe, ça va mieux, ça disparaît. En fait, je pense sincèrement que ça s'estompe et qu'on peut l'estomper parce qu'on a trouvé des stratégies. Je n'ai pas eu de diagnostic petite, comme vous l'aurez compris, c'est peut-être important de le rappeler. Peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, on ne diagnostiquait pas autant, on n'était pas autant au fait. Bien sûr, la psychologie est une science nouvelle et donc on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et je pense que le TDAH en fait partie, le haut potentiel en fait partie. C'est pour ça que j'ai consacré ma chaîne aussi au haut potentiel pour faire avancer les choses. Ici, du coup, je voulais aussi amener mon expérience pour faire avancer les choses et avancer certaines personnes donc qui vont s'inquiéter que leur enfant oublie beaucoup d'objets, oublie beaucoup de choses. En fait, c'est pas tellement qu'on oublie, c'est qu'on est concentré sur autre chose. Donc le trouble de l'attention finalement c'est aussi un point de vue, donc l'enfant n'est pas concentré ou plutôt concentré sur autre chose parce que moi j'ai toujours su être hyper focus sur quelque chose. Donc on pourrait dire mais alors il n'y a pas de trouble de l'attention. Oui et non. D'un point de vue extérieur, si on me demandait de me concentrer sur mes devoirs, c'était compliqué. Donc c'est à dire que j'étais en train de commencer une tâche et en même temps il fallait dans l'environnement quelque chose qui me rappelle à cette tâche pour pouvoir y retourner. Et j'ai encore ça actuellement, c'est-à-dire que je vais me concentrer sur quelque chose, donc je vais commencer une tâche et puis par exemple cette tâche me demande de, par exemple je vais me dire j'ai un truc à faire à la cave, je descends, je remarque que ma machine est en route et qu'elle a fini par exemple, et bien je vais mettre sécher en oubliant ce que j'étais venue faire. Et ça m'arrive très souvent. Donc en fait,
c'est en revenant peut-être à l'endroit initial que je vais me souvenir, parce qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui me fait me souvenir que j'étais déjà en train de faire autre chose. Donc une tâche plus une tâche plus une tâche, eh bien fait que on n'arrive pas à faire tout processus pour finir quelque chose. Donc on se perd en route. Donc on a plus tendance à ne pas terminer certaines choses. Du coup, j'ai trouvé des stratégies évidemment à mettre en place à l'âge adulte plutôt pour terminer mes tâches. Alors comment je fais? Eh bien, je note beaucoup. Donc faire une liste, non pas juste de tâches, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça, par exemple mettre sécher, non. C'est vraiment une liste où je mets, il faut que je sorte d'abord le linge de la machine, que je vérifie qu'il est bien lavé. Après seulement je vais le mettre sécher. Alors ça peut paraître ridicule, mais passer par des étapes, ça me permet moi de savoir que j'ai plusieurs étapes pour terminer ma tâche. Et c'est ce qui m'amène à la terminer. Je vous ai pris un exemple assez commun. Et c'est vrai que je fais plus trop ça pour les tâches ménagères parce que c'est devenu plus automatique. Mais par contre pour mes tâches professionnelles, qui est par exemple si je veux monter une vidéo, eh bien la première chose que je vais écrire c'est transférer les données de mon appareil photo, de ma caméra sur mon ordinateur. Ça c'est ma première tâche. Et je vais la barrer quand elle est faite. Parce que si je ne fais pas ça, je n'arrive pas en fait à voir toutes les étapes nécessaires pour terminer. Donc pour arriver au résultat. Donc j'ai besoin de décortiquer. C'est ça que ça veut dire. Et noter pour moi c'est une façon de ne pas me perdre en route, de ne pas oublier ce que j'étais en train de faire justement. Une deuxième méthode, c'est de mettre des post-it, des rappels visuels dans mon environnement. Parce que quand je rêvasse, j'ai tendance à lever la tête, être comme ça. Et si dans l'environnement, il y a quelque chose qui me rappelle que j'étais en train de me concentrer sur quelque chose, je vais redevenir hyper focus sur la tâche. La troisième méthode, c'est justement d'être hyper focus et d'accepter de ne faire que ça. Et d'oublier tout ce qui se passe autour. Donc je peux oublier de manger, de boire, etc. parce que je suis concentrée sur quelque chose. C'est aussi quelque chose de typique du TDAH en fait. Maintenant, à l'âge adulte, je suis plutôt devenue hyperactive parce que cette hyperactivité-là, elle était liée au fait que je pensais ne pas pouvoir être moi. Donc c'est-à-dire je ne m'autorisais pas à être moi. Donc une autre méthode, c'est de me dire, ok, je redeviens un enfant. Je m'autorise à être un enfant qui n'est pas brimé justement. Un enfant qui suivrait ce dont il a envie à ce moment-là. Pourquoi utiliser cette technique-là? Parce que je sais que ça va me motiver, mais je dirais même m'hyper motiver à faire une tâche, à démarrer quelque chose. Et peut-être que dans ma liste justement, je mettrai démarrer. Que l'objectif, le but c'est démarrer. Que j'estime qu'il est complet cet objectif-là quand j'ai démarré. Et une fois que cet objectif est complet, je peux passer à la suite. Ça me permet d'être satisfaite plus vite de ce que je fais parce que l'étape essentielle, le démarrage déjà, j'y suis arrivée. Donc j'ai déjà une gratification par moi-même de ce résultat-là qui n'est que l'étape. Généralement, dans le monde habituel, donc c'est-à-dire, on va dire au niveau scolaire, eh bien on nous gratifie quand on a terminé un travail ou terminé une tâche, etc. Mais pas quand on n'est qu'à une étape. Or, moi, me gratifier au niveau de l'étape me permet de rebondir plus loin, d'être motivée pour la deuxième, troisième, quatrième étape et finalement d'enchaîner tout de façon fluide, rapide parce que je suis HP, hein. Donc c'est-à-dire de continuer en tout cas et de finir par mener à bien ma tâche. Sinon, j'arrive pas à conclure quelque chose. Et ça, c'est typique aussi des TDAH. Cette incapacité de terminer. Parce qu'on a envie d'entreprendre plein de choses. Une autre chose, c'est justement cette liste me fait aller de façon plus rectiligne. Parce que moi, j'ai tendance à commencer un truc là, un truc là, un truc là, un truc là, et d'être motivée pour plein de trucs en même temps. Et du coup, le truc c'est que je vais pas commencer parce que j'arrive pas à me focaliser sur quel est l'essentiel d'abord. Je commence par quoi? Parce que je suis tellement excitée pour plein de choses qu'en fait j'arrive pas à débuter. Et donc si quelque chose ne rentre pas dans ma liste, eh ben je le mets
pour demain, pour après-demain, mais je ne le fais pas actuellement. Donc c'est pas parce que tout d'un coup j'ai une excitation, une idée, etc. que je vais l'effectuer maintenant. Sinon je vais ne plus arriver à me concentrer sur la première et deuxième tâche et je vais être un peu comme un chien fou qui court derrière un bol de croquettes là, un os ici, qui va en enterrer un autre là et qui finalement n'aura rien fait de sa journée parce que il essaye d'avoir tout en même temps. Donc pour ne pas me retrouver dans cette situation, j'ai pris l'habitude de noter les idées qui me viennent pour ne pas les perdre, parce que sinon si je ne les note pas, je vais avoir cette frustration de pouvoir les perdre justement. Et après je me dirais j'ai pensé à un truc, c'était génial, je me souviens que c'était génial mais je me souviens plus de ce que c'était. Et ça m'arrive très souvent. Du coup pour ne pas me perdre moi-même dans mes pensées, avec cette hyperactivité qui va dans tous les sens, hein, qui lie une pensée à l'autre, une pensée à l'autre, une pensée à l'autre, et qui va dans tellement de domaines qu'en fait c'est impossible de mettre tout ça dans une journée, même si je suis hyperactive. Et je pense que je suis hyperactive justement parce que je veux toujours faire beaucoup. Et quand j'explique mes journées, certaines personnes me disent c'est pas possible que tu aies fait tout ça sur la journée. Eh bien pourtant c'est possible parce que je suis devenue super organisée. Une autre technique, c'est surtout se dire que on a aussi le droit de se reposer et que c'est pas grave si on n'est pas performant tout le temps. Donc c'est-à-dire que il faut s'enlever de la tête l'idée que si on fait mal quelque chose, on va avoir une mauvaise note, comme à l'école en fait. Et ben effectivement, moi je m'autorise des choses que je ne m'autorisais pas. Je m'autorise à échouer, je m'autorise à perdre, même perdre des objets, perdre mon temps aussi. Je m'autorise à me perdre dans mes pensées. Et j'ai même besoin de ça. Donc le côté rêveur que j'avais enfant, je me l'autorise maintenant. Avant on me disait c'est pas normal, elle est sur sa feuille, elle prend un petit peu plus de temps que les autres. En fait je faisais l'exercice en très peu de temps, mais pendant X minutes j'étais en train de rêvasser. Et je me mettais en route beaucoup plus tard que les autres. Ce qui donnait l'illusion que j'étais pas performante. Sauf que mon côté HP compense et donc peut aller très vite et résoudre très vite quelque chose qui demande beaucoup plus de temps à une autre personne. Sauf que moi j'ai besoin de rêver avant. Donc je vais utiliser du temps pour m'autoriser à rêver. C'est super important, c'est une stratégie et c'est typique aussi des TDAH en fait. Donc en fait, petite, je n'arrivais pas du tout à gérer ni mon temps, donc j'étais toujours en retard, je ne savais pas être prête à temps. Et mes parents me disaient toujours, mais tu traînes toujours. Et que même je lui disais, mais en fait je me dépêche là. Parce qu'en fait j'étais en train d'organiser mes pensées. Et que c'était quelque chose qui m'était nécessaire. Sauf que d'un point de vue extérieur, comme le fonctionnement des autres généralement est différent, ils ne comprenaient pas. Et donc ça, j'ai lâché aussi l'affaire de me faire comprendre. Dans mon côté rêveur, dans mon côté je suis à l'ouest à certains moments. Même si avec certains amis je vais le dire, écoute je suis pas très présente parce que je suis dans mes pensées, je suis en train de penser à plein de trucs et ça arrive. Ça pourrait même arriver avec mon partenaire et je parle sexuellement par exemple, je suis pas présente à certains moments. Ça peut arriver et ça aussi c'est typique du TDAH. La stratégie c'est de l'expliquer tout simplement, c'est de dire ok désolé là je suis pas très présente, je suis un peu ailleurs. Mais ça peut être chouette aussi d'être un peu ailleurs parce que justement je rêve des choses et donc ça veut dire que ça me donne envie d'avancer avec une personne peut-être. Si je rêve en étant avec un ami et que je sais que je peux rêvasser un peu, eh bien paradoxalement ça me fait m'attacher plus à cette personne-là parce que cette personne m'a autorisé à être comme ça pendant un petit moment, à être un peu partie et justement j'ai goûté davantage cet instant. Alors que, en apparence, ça semble être l'inverse. Donc ça c'est important aussi que je l'explique à mes amis. Et souvent, beaucoup instinctivement sont aussi comme ça. Donc c'est-à-dire que j'ai autour de moi plutôt des HP ou plutôt des personnes qui ont un trouble de l'attention. Donc voilà. Comme quoi, généralement, on se rassemble entre nous quand on fonctionne d'une certaine façon, même sans s'en rendre compte, même de façon, je vais dire, automatique. Autre chose aussi, c'est que pour étudier, quand j'étais petite, j'avais extrêmement du mal à me concentrer et à me reconcentrer. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, c'est pas grave de se déconcentrer, le but, c'est d'y retourner tout le temps.
Donc je sais que quand je commence une tâche, je vais la laisser un petit peu en suspens et puis j'y reviens. Et j'y reviens encore, et j'y reviens encore. Et comme je suis plutôt efficace pour terminer mes tâches, finalement, eh bien, quand j'y reviens, je m'hyper focus dessus, je me concentre super fort et je les termine finalement très vite. Et c'est pour ça que j'arrive à faire dans ma journée pas mal de choses satisfaisantes. Tout en ayant aussi cette ouverture d'esprit de me dire, à certains moments, je vais avoir besoin de me décentrer. Et c'est normal. Voilà, j'espère que cette expérience vous aura permis de mieux comprendre comment ça se passe quand on vit avec le TDAH. Donc je pense sincèrement qu'on vit avec à l'âge adulte. Je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que j'étais TDAH et que je me suis adaptée. En gros, je pense que même moi, ça fait pas longtemps que j'ai pris conscience que j'avais ce côté-là. En tout cas, enfant, je le savais. Mais ce que je ne savais pas forcément, c'est qu'à l'âge adulte, effectivement, je l'ai toujours. Mais j'utilise tellement de stratégies que je suis toujours à l'heure. Parce que je suis toujours en avance, en fait. Donc, comme je me donne assez de temps avant pour me préparer, etc., je suis jamais plus en retard. Ça m'arrive plus. J'arrive à me structurer au niveau des pensées parce que je note beaucoup de choses, que ce soit mes émotions, que ce soit aussi les tâches à faire, et je découpe tout, ce qui me permet justement d'être super efficace. Et je suis tellement rapide quand je me concentre super fort sur une tâche qu'en fait, j'arrive toujours à faire aussi bien que les autres, parfois mieux. Donc en fait on ne voit plus du tout ce trouble de l'attention. Moi je me sens super efficace, super heureuse comme ça aussi. J'arrive effectivement à créer pas mal de choses parce que j'ai une pensée qui est décalée, qui part un peu en vrille c'est vrai, mais je reconnais son efficacité, je reconnais que je peux avoir des idées justement originales parce que je laisse mon esprit vagabonder. Donc je m'autorise à faire tout ce qu'on ne m'a pas vraiment autorisé quand j'étais petite, c'est-à-dire finalement à traînailler à certains moments, à rêvasser à certains moments, à me connecter à des personnes qui ne sont pas dans la pièce, à rêver même quand je suis en relation, et justement à rêver aussi du coup la relation, ce qui me donne comme impulsion l'envie de continuer avec une personne et la créativité suffisante pour dépasser certains conflits ou certains orages qui sont du coup temporaires. Ça me donne aussi une ouverture d'esprit par rapport aux personnes qui sont différentes, qui vivent différemment, qui pensent différemment, et justement ça éveille ma curiosité. J'ai toujours ce besoin de me stimuler par contre, mais j'ai appris à le faire moi-même. C'est-à-dire que j'ai des passions dans ma vie qui vont m'aider justement à me canaliser, à me concentrer. Je sais quoi faire quand j'ai trop d'émotions. J'utilise le sport notamment, c'est une technique pour moi pour gérer l'hyper-émotion. J'ai aussi le fait de créer des bijoux, que vous voyez d'ailleurs ici et qui sont en vente sur mon site, cela dit. Donc c'est à dire que je crée des bijoux parce que ça me calme, ça me permet d'être hyper concentrée sur ce que je fais tout en sachant réfléchir à autre chose. Et c'est ça qui me permet en fait de m'équilibrer. Donc j'ai trouvé vraiment des possibilités de m'équilibrer. J'ai aussi une structure pour moi, pour gérer ma vie, mon temps, mes journées. Donc elles sont différentes en fonction de quand je travaille, de quand je ne travaille pas. J'ai toujours une structure, c'est-à-dire des choses que je fais toujours de la même manière, dans le même ordre. Donc des séquences, autrement dit. Et j'ai aussi besoin, comme je l'ai expliqué, de découper les séquences en petits bouts. Parce que dès que ça me semble accessible, je le fais rapidement. Donc c'est-à-dire que quand j'ai une grande tâche à effectuer qui me semble difficile, eh bien je la découpe et je me pose la question par quoi? Quel est le plus petit truc par lequel je peux commencer? Je me concentre là-dessus parce que c'est simple et comme c'est simple, j'y arrive toujours. Donc voilà des techniques en tout cas que j'utilise moi, que j'ai mis en place dans ma vie moi pour gérer le TDAH qui finalement n'en est presque plus, en tout cas plus personne me dit ah mais en fait TDAH. J'ai gardé ou plutôt j'ai réactivé mon côté impulsif. Je l'accepte beaucoup plus parce que ça me permet de prendre des décisions très rapides et généralement très réfléchies, même si ça ne paraît pas être très réfléchi. J'ai cette faculté de rebondir très vite par rapport à des événements, par rapport à des personnes, d'avoir aussi du répondant. Donc en fait, tout ce qui est impulsivité qui était peut-être mal accepté quand j'étais petite parce que répondre aux profs c'était pas trop bien vu, hein, ni à ses parents d'ailleurs. Du coup, eh bien j'ai réactivé ça en sachant que c'est une partie de moi, une partie que je peux utiliser, dont je peux me servir, qui va être
à profit, en fait, que je vais mettre à profit relationnellement, aussi professionnellement. Donc tout ça, en fait, va faire que je vais être vachement équilibrée et que je me connais davantage justement parce que j'ai eu des difficultés dans ma vie. C'est tout ça que je partage avec vous aussi. Et donc, cette chaîne n'existerait pas si je n'avais pas des particularités et rencontré des difficultés dans ma vie. Donc, c'est pour ça que finalement, j'aime mes difficultés, j'aime mes particularités et j'espère que vous arriverez vous aussi à les aimer en vous parce qu'il n'y a pas de raison puisque moi j'y arrive tout simplement. Voilà, dans tous les cas je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Donc n'hésitez pas à rebondir, à me poser des questions, à me dire ah bah tiens voilà moi avec quoi j'ai de la difficulté et ça pourrait créer de nouvelles vidéos. En tout cas je pourrais sur base de vos questions créer du nouveau contenu pour vous aider à avancer et quelque part ça me fait avancer moi aussi parce que du coup je suis obligée de me poser des questions, de réfléchir et de prendre du recul et de me dire mais tiens c'est vrai moi j'ai ça aussi mais comment je fais pour gérer ça et ça et ça et ça et ça, voilà. Donc merci pour tout ce partage parce que c'est vous qui avez aussi fait en sorte que cette chaîne soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que c'est super important de vous le rappeler. Donc merci à vous, merci du fond du cœur. Merci, merci, merci pour tous vos commentaires, pour votre présence et pour le cœur que vous y mettez. C'est super, super touchant pour moi. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et à ciao, bye bye.